Bonjour, chers téléspectateurs de la radio-télévision RTVE et en particulier les amateurs de la rubrique Totoma Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des risques de la glycémie. Planche numéro 1. Donc, classification et risques de la glycémie en fonction du taux du sucre. Planche numéro 2. Introduction d'abord. J'ai une fois reçu une femme, soixantaine d'années, très bien portante, pour une forte myopie. J'ai songé à lui faire la glycémie. Elle était à 532 mg pour 100. Croyant à un dysfonctionnement de l'appareil ou à un problème de bandelette, j'ai refait l'examen et c'était cette fois-ci à 534 mg pour 100. Avec donc le risque de glycation abondante, des comas acidocétosiques, des comas hyperosmolaires. Je lui ai prescrit donc metformine 850 mg par jour et elle est envoyée chez l'interniste. Là, elle était même à 540 mg. Donc l'appareil était bon, les bandelettes de étaient bonnes, non périmées. D'ailleurs, elles avaient une validité encore de 2 ans. Planche numéro 3. Intro suite. Donc, on va parler des risques des corps cétoniques, on va parler de la nature des corps cétoniques. Les 3 corps cétoniques produits par le foie sont acide acétoacétique, c'est un acide carboxylique bêta-cétonique. Il possède un groupe carboxyle COOH qui peut facilement libérer un proton hydrogène, le définissant comme un acide. Le deuxième acide cétonique produit par le foie, c'est l'acide bêta-hydroxybutyrique. C'est un acide lui aussi carboxylique hydroxylé. Bien que ce ne soit pas techniquement une cétone, c'est un acide carboxylique portant un groupe hydroxyle. Il est classé comme corps cétonique. Il possède également un groupe carboxyle COOH capable de libérer un hydrogène. C'est donc aussi un acide. L'acétone, c'est une véritable cétone neutre. Elle ne possède pas de groupe acide comme le COOH capable de libérer un hydrogène ionisé, un proton, facilement. Donc, elle n'est pas un acide. Donc, parmi les corps cétoniques, il y a 2 qui sont acides et l'autre qui n'est pas acide, parmi les corps cétoniques produits par le foie. Planche numéro 4. Il existe principalement 2 types de diabète. Le diabète sucré et le diabète insipide. Des diabètes rares existent, mais ils sont tous caractérisés par une élévation de la glycémie. Il n'existe pas d'autre forme de diabète qui ne fasse pas monter le taux du sucre. La polyurie occasionnée par les diurétiques n'est pas considérée comme un diabète. Planche numéro 5. Quelques types de diabète. Il y a le diabète gestationnel. Ce type de diabète se développe pendant la grossesse chez certaines femmes. Il est généralement temporaire, mais il peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie. Planche numéro 6. Le diabète monogénique. Ce type de diabète est causé par une mutation dans un seul gène. Les 2 formes les plus courantes sont le MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young, et le diabète néonatal. Planche numéro 7. Diabète secondaire. Ce type de diabète résulte d'une autre condition médicale ou d'un traitement, comme la pancréatite, la fibrose kystique ou l'utilisation prolongée de certains médicaments comme les corticostéroïdes. Chacun de ces types de diabète a des causes, des caractéristiques et des traitements spécifiques. Planche numéro 8. Le suivi des risques du diabète sucré en fonction de la glycémie repose essentiellement sur les valeurs de la glycémie à jeûne, de la glycémie postprandiale après un repas ou après une charge orale en glucose, souvent de 70 g, et de l'hémoglobine glyquée abrégée HbA1c. Planche numéro 9. Quelques termes techniques utilisés dans la diabétologie. OGTT, c'est Oral Glucose Tolerance Test. C'est le test oral de tolérance au glucose, ou test d'hyperglycémie provoqué par voie orale. Ce test permet d'évaluer la manière dont l'organisme gère le glucose, sucre, après l'ingestion d'une quantité définie de glucose, généralement 75 g pour un adulte. Il est couramment utilisé pour diagnostiquer le diabète de type 2, le prédiabète et le diabète gestationnel. Planche numéro 10, OGTT. La suite, Oral Glucose Tolerance Test, test oral de tolérance du glucose, test d'hyperglycémie provoqué par voie orale.
Le déroulement classique de l'OGTT, on mesure d'abord la glycémie à jeûne, et puis on prend une solution contenant 75 grammes de glucose, et puis on mesure la glycémie à intervalles réguliers, souvent espacés de 1 heure après l'ingestion. Planche numéro 11, suite des OGTT, interprétation des valeurs à 2 heures après la prise de 75 grammes de glucose per hora. Inférieur à 7,8 millimoles par litre, c'est-à-dire inférieur à 1,40 g par litre, c'est normal. Donc, après l'ingestion de 70 grammes de glucose, la glycémie ne doit pas dépasser 1,40 g par litre, sinon c'est déjà un diabète. Si c'est 7,8 à 11 millimoles par litre, c'est-à-dire 1,4 à 1,99 g par litre, c'est l'intolérance au glucose, un prédiabète. Si c'est supérieur à 2 g par litre, c'est déjà un diabète confirmé. Planche numéro 12. IFG signifie impaired fasting glucose. Glycémie à jeûne altérée. C'est une condition où le niveau de sucre dans le sang est plus élevé que la normale après une période de jeûne, mais pas suffisamment élevé pour être considéré comme diabète. C'est souvent considéré comme un état prédiabétique, c'est-à-dire le sucre après le jeûne est élevé, contrairement à l'hyperglycémie provoquée où on ingère 75 grammes de sucre. Là, c'est le sucre mesuré après le jeûne. Planche numéro 13. IGT signifie intolérance au sucre à jeûne. Impaired glucose tolerance en anglais. C'est une condition où le taux de glucose dans le sang est plus élevé que la normale après un jeûne, mais pas suffisamment élevé pour être classé comme diabète de type 2. C'est souvent considéré comme un prédiabète, un état prédiabétique. Planche numéro 14. GAA signifie glycémie à jeûne. Bon, remarque importante. Planche numéro 15. Les valeurs peuvent varier légèrement selon les laboratoires ou les directives nationales. La glycémie à jeûne est généralement mesurée après au moins 8 heures sans manger. Les tests de tolérance au glucose postprandial sont effectués 2 heures après un repas ou après l'ingestion d'une charge fixe de 75 grammes de glucose. Planche numéro 16. Des facteurs comme le stress, les infections ou certains médicaments peuvent influencer les résultats de la glycémie. La gestion du diabète ne se base pas uniquement sur ces valeurs, mais inclut également l'hémoglobine glyquée, en abrégé HbA1c, la surveillance continue de la glycémie et d'autres paramètres de santé. Planche numéro 17. Quelques considérations sur la glycation ou glycosylation et l'hémoglobine glyquée ou hémoglobine glycosylée. Planche numéro 18. L'HbA1c par processus non enzymatique est un indicateur de la glycémie moyenne sur une période de 2 à 3 mois, durée de vie maximale d'un globule rouge. Elle est souvent utilisée pour contrôler la glycémie des diabétiques. L'HbA1c, l'hémoglobine glyquée, ne reflète donc pas la glycémie en cours, c'est-à-dire à l'instant du prélèvement, et ne permet donc pas, par exemple, de diagnostiquer directement l'hypoglycémie, c'est-à-dire un taux trop bas de sucre. Planche numéro 19. Glycation non enzymatique. Les étapes de la glycation non enzymatique. On commence par la glycation précoce. Le glucose sanguin, la glycation précoce de l'hémoglobine dans les globules rouges. Donc la glycation précoce, le glucose sanguin pénètre dans les globules rouges et réagit avec les chaînes polypeptidiques de l'hémoglobine pour former un composé de chiffres, à ne pas confondre avec base de chiffres. Cette réaction est une glycation non enzymatique, c'est-à-dire le sucre se combine avec l'hémoglobine par voisinage. Se combine et font la réaction chimique normale, comme quand vous brûlez du bois. C'est une réaction non enzymatique. Cette réaction de glycation non enzymatique est spontanée en présence de glucose et d'hémoglobine et se produit sans l'intervention d'enzymes. C'est une réaction spontanée. Planche numéro 20. La glycosylation non enzymatique. Suite, formation de l'hémoglobine A1C. Le composé de chiffres subit ensuite la réaction non enzymatique d'Amadori. Il se réarrange en produit d'Amadori. C'est une réaction chimique lente se produisant sur plusieurs semaines, au cours de laquelle le composé de chiffres se transforme en hémoglobine glyquée, HbA1c,
une forme glyquée de l'hémoglobine. Planche numéro 21. Formation de l'hémoglobine ANC suite. Glycation intermédiaire. Nous avons vu la glycation précoce, maintenant c'est la glycation intermédiaire. Il y a 3 étapes. Les produits d'Amadori subissent des réarrangements chimiques, des déshydratations, c'est-à-dire on enlève l'hydrogène, et des oxydations. C'est-à-dire oxydation, on enlève un électron. Planche numéro 22. Stabilité de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée HbA1c est une forme stable résistante à la dégradation de l'hémoglobine. C'est une forme stable de l'hémoglobine. Elle persiste dans les globules rouges pendant leur durée de vie moyenne qui est d'environ 120 jours. La durée de vie du globule rouge. L'HbA1c est un marqueur important de la glycémie moyenne sur une période de plusieurs semaines ou mois et il est couramment utilisé pour suivre la glycémie chez un diabétique. Planche numéro 23, stabilité de l'hémoglobine glyquée. Glycation avancée, c'est la phase numéro 3. Certains produits glyqués, pas l'hémoglobine glyquée, certains produits glyqués peuvent encore subir la réaction de Maillard qui les transforme en produits finaux de la glycation avancée, appelés AGE, Advanced Glycation End Products, qui peuvent s'accumuler dans les tissus et contribuer au développement des maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales. Planche numéro 24, glycation avancée. Les produits finaux de la glycation avancée sont formés par des réactions complexes qui incluent des réactions d'oxydation, on parle aussi de glycooxydation, des fragmentations et parfois l'intervention des radicaux libres. Nous avons plusieurs fois vu ce que c'est que les radicaux libres, en quoi ils sont dangereux et comment ils agissent. Les AGE, c'est-à-dire Advanced Glycation End Products, ou bien produits finaux de la glycation avancée, sont impliqués dans le vieillissement, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, l'insuffisance rénale chronique et le syndrome métabolique et l'obésité. Planche numéro 25, pathologie des âges, c'est-à-dire les maladies provoquées par les produits avancés de glycation. Quelques maladies où les âges sont impliqués, le vieillissement, le diabète, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, insuffisance rénale, syndrome métabolique, on a déjà vu ça. Planche numéro 26, la glycation non enzymatique 8. Cependant, la réaction de l'hémoglobine glyquée HbA1c est généralement très lente et nécessite des conditions spécifiques telles que des températures élevées, des pH extrêmes ou des concentrations élevées de réactifs. Dans des conditions physiologiques normales, l'HbA1c est généralement stable et ne subit pas de réaction de HbA1c de façon significative. Donc, l'hémoglobine glyquée reste stable, il n'arrive pas jusqu'aux produits finaux de glycation par la réaction de Maillard. Il ne subit pas normalement la réaction de Maillard ou très peu, ce qui fait que ça reflète vraiment l'état de la glycation de l'hémoglobine sur une période de 3 mois, la durée de globules rouges. Planche numéro 17. Là, c'est une parenthèse. C'est un peu pour les professionnels. On va lire ça un peu très vite parce que ce n'est pas d'intérêt pour tout le monde. Une base de chiffre est un composé organique qui se forme par réaction d'une amine NH2, groupe fonctionnel contenant un azote, avec un aldéhyde CHO, groupe fonctionnel contenant un carbone avec un groupe hydroxyle OH et un groupe carbonyle CO. La base de chiffre est un intermédiaire réactionnel qui se forme lors de la condensation de l'amine et de l'aldéhyde. Planche numéro 28. Composés de chiffres par rapport aux bases de chiffres. On continue avec les bases de chiffres. Les bases de chiffres sont des composés de chiffres qui ont une fonction amine NH2 primaire ou secondaire qui peut former un pont avec le groupe carbonyle CHO. Planche numéro 29. Tous les composés de chiffres ne sont pas toujours des bases de chiffres car ils peuvent avoir d'autres fonctions chimiques qui ne les rendent pas des bases de chiffres. Par exemple, un composé de chiffres peut avoir un groupe hydroxyle OH ou un groupe carbonyle CO qui ne forment pas de pont avec l'amine, ce qui le rendrait un composé de chiffres mais pas une base de chiffres. Planche numéro 30. Un composé de chiffres est un terme plus large qui désigne un composé qui contient un groupe fonctionnel de type imine, pas amine, ici c'est imine, formé par la réaction d'une amine
Donc l'amine avec aldéhyde, ça donne une base imine, ou avec un cétone, c'est-à-dire imine avec base amine liée avec CHO ou acétone, ça donne une base imine. Certains composés de chiffres peuvent être des bases de chiffres, mais aussi pas toutes les bases de chiffres sont des composés de chiffres. Planche numéro 31. Les composés de chiffres sont des composés organiques qui contiennent un groupe carbonyl CO et un groupe amine NH2. Ils peuvent être des bases de chiffres, mais ce n'est pas toujours le cas. Les bases de chiffres sont des composés de chiffres qui ont une fonction amine NH2, primaire ou secondaire, qui peut former un pont avec le groupe carbonyl. Cependant, tous les composés de chiffres ne possèdent pas cette caractéristique et ils peuvent avoir d'autres fonctions chimiques qui ne les rendent pas des bases de chiffres. Planche numéro 32. Exemple de bases de chiffres qui ne sont pas strictement des composés de chiffres. Les bases de chiffres sont par définition des composés de chiffres, c'est-à-dire des imines formées par des condensations d'une amine primaire avec un aldéhyde ou une cétone. Il n'existe donc pas de base de chiffres strictes qui ne soient pas des composés de chiffres. Page numéro 33. Exemple de composés de chiffres qui ne sont pas des bases de chiffres. 2-nitrobenzaldéhyde est un composé de chiffres qui n'est pas une base de chiffres car il ne contient pas de fonction amine. Le 2,4-dinitrobenzaldéhyde est un composé de chiffres qui n'est pas une base de chiffres non plus car il ne contient pas de fonction amine non plus. Page numéro 34. On revient à notre hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée n'est pas un produit final de la glycation non enzymatique de l'hémoglobine. On avait vu que c'est un produit stable qui ne subit pas la réaction de Maillard. Le composé de chiffres qui se forme initialement est un intermédiaire réactionnel qui peut soit se décomposer, soit se convertir en hémoglobine glyquée HbA1c par la réaction d'Amadori. Page numéro 35. Dans le contexte de la glycation non enzymatique de l'hémoglobine, le composé de chiffres qui se forme est un intermédiaire réactionnel qui se forme par la réaction du glucose avec les groupes aminés de l'hémoglobine. Ce composé de chiffres est ensuite converti en HbA1c par la réaction d'Amadori, comme on avait déjà dit plusieurs fois. Page numéro 36. D'autres HbA1c outre le d'autres HbA1 outre le HbA1c. À part le HbA1c là, qui a une importance clinique, c'est-à-dire dans le suivi des maladies, pour notre cas c'est le diabète, il y a aussi d'autres hémoglobines glyquées qui ne sont pas cliniquement utiles pour le suivi d'une maladie, par exemple le diabète. La série de HbA1, il y a le HbA1, HbA1A1 formé par la liaison du glucose 6-phosphate à l'hémoglobine. Tout le monde connaît le glucose 6-phosphate. Il y a une enzyme qui transforme le glucose 6-phosphate, qui déshydrogène le glucose 6-phosphate. Quand cette enzyme-là manque, on a ce qu'on appelle la déficience en glucose 6-phosphate déshydrogénase. C'est une maladie grave qui provoque le favisme. Donc, en plus de HbA1A1, qui est une hémoglobine glycose comme le HbA1c, il y a le HbA1A2 formé par la liaison du fructose 1,6-diphosphate. Ces formes sont mesurées parfois dans les méthodes de dosage plus anciennes ou spécifiques, mais non utilisées en routine clinique. Planche numéro 37. Il y a le HbA1b formé par la fixation du glucose 1-phosphate. Elle est également un précurseur ou un dérivé transitoire sans importance diagnostique majeure. Planche numéro 38. Maintenant, on entre dans l'analyse des valeurs sanguines de HbA1c avec le logiciel Cystias Pulse. Planche numéro 39. Quand l'hémoglobine glyquée HbA1c, nous avons vu qu'il y a plusieurs formes d'hémoglobine glyquée qui n'ont pas d'importance clinique, mais quand le HbA1c, celui-là, quand il est inférieur à 5,7%, la situation est normale. La glycémie est considérée comme normale. C'est une moyenne de la glycémie sur 3 mois, comme on avait dit. Quand le HbA1c est supérieur à 5,7% et inférieur à 6,7%, il y a ce qu'on appelle intolérance au glucose, impaired glucose tolerance. C'est le stade de prédiabète. Il y a un risque accru de développer un diabète. Quand le HbA1c est supérieur ou égal à 6,5%, c'est le diabète sucré. Entre 6,5 et 7%, le diabète sucré est bien équilibré.
sur 3 mois. Ça a été bien équilibré sur 3 mois. Quand le HbA1c est supérieur à 7, alors là, c'est un diabète qui a été mal équilibré pendant les 3 derniers mois. Planche numéro 40, analyse des glycémies avec le logiciel SysDiaSpulse. Planche numéro 41, pour la glycémie inférieure à 40 grammes, le rapport de SysDiaSpulse est comme ceci. Glycémie égale 35,2. Quand le malade a 35,2 mg par décilitre, le logiciel répond par ceci. Inférieur à 70 mg de décilitre, donc c'est une hypoglycémie légère. Risque de coma selon qu'on est diabétique ou pas, et en fonction de la vitesse d'installation. Maintenant, le malade a 35,2, donc inférieur à 40 mg par décilitre. Là, c'est une hypoglycémie franche sévère. Il y a un danger potentiel pour le cerveau et besoin urgent d'assistance. Planche numéro 42. Donc, quand la glycémie est égale à 35,2 inférieur à 40, inférieur à 60 mg aussi, le traitement on donne le traitement de l'hypoglycémie manifeste. Tout le monde doit les connaître parce que les risques d'hypoglycémie sont très fréquents, surtout chez les gens, des diabétiques qui prennent des traitements, qui n'ont pas bien mangé, tout ça. Ils font facilement des hypoglycémies et tout le monde doit savoir intervenir en ce moment-là pour sauver la situation. Donc, traitement de l'hypoglycémie manifeste, c'est-à-dire quand le malade a déjà des sueurs froides et commence à perdre conscience, tout ça. Toute personne doit savoir gérer l'hypoglycémie. C'est la planche 42. Traitement de l'hypoglycémie. 3 à 4 morceaux de sucre blanc dissous dans l'eau. Un petit verre de jus, de fruits ou de soda sucré. Pas light, parce que light contient des sucres artificiels qu'on appelle édulcorants. Ils ont le pouvoir sucrant, mais ils n'augmentent pas les taux de sucre dans le sang. D'ailleurs, on précise ça chez les diabétiques pour éviter de faire des hyperglycémies et puis pour éviter de faire l'obésité. Encore, suite de traitement, une cuillère à soupe de confiture ou de miel, 4 tablettes de dextrose. Attendre 10 à 15 minutes, puis remesurer à nouveau la glycémie. Si elle est toujours très basse, on reprend le même traitement. Planche numéro 43. Si la glycémie reste basse, reprendre 15 g de sucre et recontrôler après 10 à 15 minutes encore. Ensuite, si le prochain repas est éloigné, donner un aliment contenant des glucides complexes, des glucides lents comme le pain, le biscuit, les bananes, pour éviter une nouvelle chute de la glycémie. Planche numéro 44. Si personne inconsciente ou ne peut pas avaler, ne rien donner par la bouche, risque de fausse route. Tout ce que vous donnez risque d'entrer dans la trachée artère et d'aller envahir les poumons. Appelez les secours immédiatement. Si possible, et si vous êtes formé à la matière, injectez du glucagon. Il y a des kits d'urgence pour ça. Injectez du glucagon en attendant les secours. Planche numéro 45. Traitement de l'hypoglycémie manifeste. Point clé. Évitez les chocolats ou les aliments gras car ils ralentissent l'absorption du sucre. Ne jamais forcer à boire ou manger une personne confuse ou inconsciente. Après correction, surveillez la personne et donnez un repas ou une collation adaptée. Planche numéro 46. Facteurs de risque. Âge avancé. Prise de certains médicaments, par exemple sulfonylé, alcool, mauvaise communication entre les patients et le médecin. C'est un des facteurs de risque de l'hypoglycémie. Gestion de l'hypoglycémie. Surveillance régulière de la glycémie. Éducation du patient sur les signes d'hypoglycémie. Commence à perdre un peu la vie, les vertiges, les maux de tête, les tremblements, un peu de nervosité, les sueurs froides. Ce sont les premiers signes de l'hypoglycémie. Donc, surveillance régulière de la glycémie, éducation du patient sur les signes d'hypoglycémie, adaptation des doses de médicaments. Il faut diminuer la dose passagèrement et puis manger suffisamment. Et puis adapter les doses des médicaments à la réponse du traitement, au régime alimentaire et aux activités physiques. Quand quelqu'un fait trop d'activité physique pendant une période comme ça, il faut diminuer les antidiabétiques parce que l'activité physique diminue les sucres et les antidiabétiques aussi diminuent les sucres. Donc il y a beaucoup de risques de faire une hypoglycémie en cours des exercices physiques. Planche numéro 47. Les diabétiques et leurs soignants doivent être attentifs aux signes et symptômes de l'hypoglycémie. Sueur froide, tremblement, faiblesse, troubles de la vision, troubles de la conscience et prendre des mesures pour éventuellement la traiter rapidement. Planche numéro 48. Quand la glycémie est inférieure à 54, par exemple 52 mg par décilitre,
le logiciel CICIDIASPUI informe que vous êtes déjà dans la phase d'hypoglycémie, c'est-à-dire inférieure à 70. Et puisque c'est inférieur à 54, il donne la précision maintenant pour ce taux-là. Il y a l'hypoglycémie franche modérée. Urgence vitale, nécessité d'une action immédiate. Planche numéro 49, pour une glycémie égale à 52, donc le traitement de l'hypoglycémie manifeste et le point clé, c'est comme on avait dit au point passé. Planche numéro 50, pour une glycémie inférieure à 60, par exemple à 59 mg par décilitre, le logiciel signale que l'hypoglycémie est déjà installée parce qu'elle est inférieure à 70. Mais comme c'est en dessous de 60 encore, donc on a affaire à une hypoglycémie légère à modérée. Apparition fréquente des symptômes d'hypoglycémie. On a vu ici haut les différents symptômes de l'hypoglycémie. Planche numéro 51. Le logiciel continue avec le traitement de l'hypoglycémie manifeste et le point clé. Mais c'est comme on avait dit avant, donc ici on a sauté. Planche numéro 52. Pour une glycémie inférieure à 70, une glycémie de 69. Le logiciel signale que c'est toujours inférieur à 70. Donc nous avons affaire à notre hypoglycémie. Mais puisque c'est inférieur à 69, pas très éloigné de 70, il y a un risque de coma selon qu'on est diabétique ou pas, et en fonction de la vitesse d'installation. Les diabétiques sont habitués à des sucres trop élevés. Ils sont plus sensibles à l'hypoglycémie et voilà. Et surtout en fonction de la vitesse. Si l'hypoglycémie vient très rapidement, le malade ne saura pas s'adapter pendant que les sucres descendent. Mais si ça vient progressivement, il peut supporter des taux de sucre un peu beaucoup plus bas que quelqu'un chez qui l'hypoglycémie s'est installée rapidement. Planche numéro 53. Pour une glycémie inférieure à 100, par exemple, glycémie de 99 mg par décilitre. Elle est supérieure à 79 mg par décilitre, donc on est en dehors de l'hypoglycémie. Et elle est inférieure à 100 et inférieure à 100 pour quelqu'un qui est jeune, un non-diabétique qui est jeune, ou inférieure à 140 pour quelqu'un qui a pris 75 grammes de glucose dans les tests d'hyperglycémie provoquée. Donc, dans cette marge-là, la glycémie est normale. Le logiciel signale que la personne est normale, n'a pas d'hypoglycémie, n'a pas d'hyperglycémie. De contrôle glycémique tous les 3 ans pour les personnes à risque, en faisant tout ça, quand la glycémie est normale, donc il faut faire les contrôles de la glycémie tous les 3 ans normalement. Bon, s'il y a moyen, tout ça, on peut toujours faire ça, bien s'il y a des signes qui se manifestent, il faut faire ça un peu plus tôt. Des signes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, bien sûr. Planche numéro 54, quand la glycémie est supérieure à 100, par exemple, glycémie égale à 101, elle est supérieure à 100 à jeûne ou supérieure à 140 après le repas ou bien après le test. C'est l'intolérance au glucose, IGT ou prédiabète. La glycémie à jeûne altérée, GAA, c'est entre 100 et 125 mg par décilitre de sang. Planche numéro 55. Pour une glycémie supérieure à 100, par exemple glycémie à 101, les risques, quand on a une glycémie entre 100 et 125. Sans intervention, 70% de progression vers un diabète, augmentation du risque de développer un diabète de type 2, risque cardiovasculaire accru. Les personnes avec un taux de glucose entre 100 et 126 mg par décilitre sont considérées comme ayant un prédiabète. Elles ont un risque élevé de développer un diabète si leur glycémie ne s'améliore pas. Par exemple, hypertension, antécédents familiaux, tabac, dyslipémie et obésité, sédentarisme, c'est-à-dire manque d'activité physique, sédentarité, alcool, peuvent également augmenter le risque de diabète chez ces personnes. Planche numéro 56, glycémie égale 101, donc supérieur à 1. Recommandations: perdre du poids, activité physique, alimentation riche en fibres, par exemple pauvre en sucre et raffiné. Pauvre en sucre raffiné comme les sucres de canne là qu'on achète là, tout ça. Il faut les sucres, par exemple dans les manioc, dans les chikwang, les foufous, les riz, tout ça, les patates douces. Mais quand il s'agit de sucre, ce sont des sucres rapides qui augmentent rapidement le sucre et ça s'accumule vite. Et puis ça provoque le risque de syndrome métabolique, les diabètes, les obésités, les maladies cardiovasculaires. Planche numéro 57, notre glycémie toujours à 101, type de risque aigu. Le type de risque quand on a un sucre entre 100 et 125. Les risques aigus.
Hyperglycémie sévère peut mener à des complications comme l'acidocétose diabétique chez les diabétiques de type 1 ou le coma hyperosmolaire chez les diabétiques de type 2. Type de risque chronique, augmentation du risque des complications microvasculaires, néphropathie, rétinopathie, neuropathie et macrovasculaires, maladies cardiovasculaires, AVC, ainsi que des problèmes de cicatrisation. Vous savez que les diabétiques ont des problèmes de cicatrisation, leurs plaies, ils ont des plaies qui guérissent difficilement. Les infections, les risques d'infection et autres complications comme des lésions aux pieds, gangrène diabétique, tout ça. Planche numéro 58. Quand la glycémie est supérieure à 110 maintenant, donc entre 110 et 125, il y a l'intolérance au glucose, un stade de prédiabète. La glycémie à jeûne altérée, c'est entre 100 et 125 mg de décilitres de sang. Planche numéro 59, pour glycémie supérieure à 110 toujours. Risque, sans intervention, 70% de progression vers un diabète, augmentation du risque de développer un diabète de type 2, risque cardiovasculaire accru. Les personnes avec un taux de glycémie entre 100 et 126 mg et tout ça sont considérées comme ayant un prédiabète. Elles ont un risque élevé de développer un diabète si la glycémie ne s'améliore pas, hypertension améliore, tout ça, on avait déjà vu ça. Planche numéro 60, glycémie supérieure à 110. Perdre du poids. Activité physique supérieure à 150 minutes par semaine. Alimentation riche en fibres et pauvre en sucre raffiné. D'autres fixent cette limite à 100 mg par décilitre. Planche numéro 61. Glycémie à 101. Il y a les risques, toujours les mêmes risques que quand on est à 100 combien là. Il y a les risques aigus et les risques chroniques. On en a déjà parlé. On saute. Page numéro 62. Toujours notre glycémie à 111 supérieure à 110. C'est l'hyperglycémie modérée à jeûne, prédiabète. D'autres fixent cette limite à 110 au lieu de 100. Planche numéro 63. Glycémie supérieure à 120 maintenant. Par exemple, une glycémie de 127 mg par décilitre. Entre 126 et 200. Ça, c'est le diabète sucré consommé. Il y a hyperglycémie chronique. Attention à la rétinopathie diabétique. Vous savez tous que un des risques de diabète, c'est les maladies des yeux. Il y a la rétinopathie diabétique qui peut rendre avec, parce que la rétine, c'est la membrane qui capte la lumière pour envoyer les images vues au niveau du cerveau. Planche numéro 64. Les risques d'une hyperglycémie à plus de 125 mg. Surtout pour votre âge qui est de 37,5 ans. Parce que ça, c'est l'analyse de quelqu'un qui avait 37 ans, donc inférieur à 40, et surtout à jeûne. L'examen était fait à jeûne. À court terme, hypoglycémie, si traitement trop vigoureux, acidocétose diabétique. Long terme, risque élevé de micro-angiopathie, rétinopathie, néphropathie, neuropathie. Risque élevé de macro-angiopathie, maladie cardiovasculaire, infarctus AVC, artériopathie. Complications, ulcère du pied, maladie oculaire et cécité, maladie rénale, par exemple insuffisance rénale. Similaire que le diagnostic soit posé sur la glycémie à jeûne ou postprandial. Donc, quand c'est à 125, le risque est le même, soit que les tests étaient faits à jeûne ou bien en postprandial. Le risque de progression des complications est rapide si d'autres facteurs de risque sont associés. Hypertension, antécédents familiaux, tabac, dyslipémie et obésité, sédentarité, alcool. Dyslipémie, c'est le trouble de métabolisme des graisses, des lipides. Planche numéro 65. Toujours notre glycémie supérieure à 125. Surveillez régulièrement votre glycémie et les facteurs de risque. Demandez l'hémoglobine HA1C, ça c'est le logiciel qui propose. Quand le sucre est supérieur à 125, demandez l'hémoglobine HbA1c, insulinémie, C-peptide, hématurie, albuminurie, créatinine. Parce que l'insuline et le C-peptide proviennent du même molécule, de la proinsuline, qui se scindent dans deux fractions, l'insuline et le C-peptide. Il faut que normalement les deux substances-là en millimoles soient équivalentes. Si l'insulinémie et le C-peptide sont différents, c'est qu'il y a un facteur qui est en train de déranger l'insuline. Et si l'insulinémie est trop basse, c'est une anomalie. S'il est trop élevé, ça dit que c'est une résistance à l'insuline, souvent qu'on rencontre dans le diabète de type 2. Planche numéro 66. Toujours la glycémie supérieure à 125. Facteur aggravant les risques du diabète. Les déséquilibres glycémiques chroniques. HbA1c supérieur à 7%. Comorbidité, hypertension, dyslipémie, obésité.
Mode de vie, sédentarité, tabagisme, alimentation déséquilibrée. Comme on avait dit, il faut éviter trop de sucre rapide. Planche numéro 67. Toujours la glycémie supérieure à 160. Recommandations générales pour une glycémie supérieure à 125. Surveillance, autosurveillance glycémique, bandelette, capteur, dosage de l'hémoglobine A1C tous les 3 ou 6 mois. Prévention, dépistage annuel pour les groupes à risque. Par exemple, l'âge supérieur à 45, IMC supérieur à 25, antécédents familiaux. Là, il faut surveiller, faire un dépistage annuel. Les traitements antidiabétiques oraux, metformine ou injectables, insuline, éducation thérapeutique, autogestion, adaptation des doses. Un suivi médical régulier est essentiel. Planche numéro... planche suivante, antidiabétique, le plus couramment prescrit dans les diabètes, dans les hyperglycémies. Médicaments oraux, metformine, c'est un médicament oral couramment prescrit pour aider à abaisser les niveaux de sucre dans le sang. Sulfonylurée, par exemple, il y a glipizide, gliburide. Ces médicaments stimulent la production d'insuline par le pancréas. L'éthiazolidinedione, par exemple la bioglitazone, la rosiglitazone. Ces médicaments aident les cellules à devenir plus sensibles à l'insuline. Le chrome, oligoélément essentiel qui joue un rôle important dans le métabolisme du glucose et de l'insuline. Insuline à action rapide, ces insulines sont administrées par injection et commencent à agir rapidement. Leur effet est presque instantané. Planche numéro 69. Précautions à long terme et contre-indications avec la metformine. La metformine fait courir le risque d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, acidose métabolique aiguë ou chronique, insuffisance cardiaque ou maladie cardiovasculaire sévère. L'alcoolisme chronique, hypersensibilité à la metformine, état de déshydratation infectieuse sévère, choc, chirurgie majeure, utilisation des produits de contraste iodé, parce que la metformine fait courir le risque d'insuffisance rénale et les substances iodées de contraste, ça provoque aussi le risque d'insuffisance rénale. La grossesse et allaitement. Donc, ça, ce sont soit des risques, soit des précautions à prendre quand on doit administrer de la metformine à long terme. À court terme et moyen terme, normalement, il n'y a pas tellement de risques avec la metformine. Mais quand ça doit être à long terme, 1 an, 2 ans, 6 mois, parfois chez certaines personnes, il faut déjà commencer à tenir compte des risques d'accumulation des effets secondaires. Planche numéro 70. Quand la glycémie est supérieure à 140 mettons, par exemple à 142 mg par décilitre, là c'est un diabète sucré, hyperglycémie chronique. Attention à la rétinopathie diabétique. Pour le reste, c'est la même chose qu'en supra. Planche numéro 71, glycémie supérieure à 200. Par exemple, glycémie égale à 201 mg par décilitre. Là c'est un diabète sucré, hyperglycémie chronique aussi. Attention à la rétinopathie diabétique. Mais à jeune ou pas, c'est toujours un diabète. Par exemple, quand vous faites l'examen pour la première fois, que vous trouvez 200 mg par décilitre, que ce soit par test d'hyperglycémie provoquée, que ce soit à jeune, en tout cas, c'est un diabète confirmé qui ne fait plus de doute. Place numéro 72. Quand la glycémie est supérieure à 250, par exemple 251 mg par décilitre, là, le diabète sucré, c'est l'hyperglycémie chronique comme d'habitude. Il faut faire attention à notre rétinopathie diabétique. Par exemple, planche numéro 73, pour une glycémie supérieure à 250, les risques, surtout pour votre âge, 35,5 ans, inférieur à tout ça, à jeune, à court terme, c'est l'hypoglycémie, surtout suite le traitement acidose diabétique. À long terme, c'est le risque élevé de microangiopathie, rétinopathie, néphropathie et neuropathie. Risque élevé de macroangiopathie, maladie cardiovasculaire, infarctus AVC ou artériopathie. Planche numéro 74. À plus de 250 mg par décilitre, les complications sont ulcère du pied, maladie oculaire et cécité, maladie rénale, par exemple insuffisance rénale, similaire que le diagnostic soit posé sur la glycémie à jeune ou postprandial. Le risque de progression des complications est rapide si d'autres facteurs de risque sont associés, par exemple l'hypertension, les antécédents familiaux, les tabacs, dyslipémie et obésité, sédentarité et alcool. Planche numéro 75. Pour la glycémie supérieure à 250 mg par an, surveillez régulièrement votre glycémie et les facteurs de risque.
Donc, demander l'hémoglobine glyquée, tout ça qu'on avait vu avant, les examens pour confirmer le sucre et puis avoir une idée sur la façon dont ça a évolué pendant les 3 derniers mois. Planche numéro 76, pour une glycémie supérieure à 250 toujours, les risques de complications aiguës comme hyperosmolarité, acidocétose diabétique, surtout chez les diabétiques de type 1, et risque vital en l'absence de prise en charge rapide. Planche numéro 77, toujours pour la glycémie supérieure à 250, le risque d'acidocétose pour le type de diabète 1 ou d'état hyperosmolaire pour le diabète de type 2. Ça requiert une surveillance ou intervention immédiate. Planche numéro 78 pour une glycémie supérieure à 300, par exemple 301 mg, le diabète sucré hyperglycémie chronique, attention à la rétinopathie, comme les autres diabètes là qu'on a déjà vu là. Quand c'est supérieur vraiment à 300, planche numéro 79, quand la glycémie est supérieure à 300, là c'est une urgence hyperglycémique, on appelle urgence hyperglycémique. Les malades souffrent souvent de confusion et de somnolence. À plus de 300, la glycémie est excessivement haut. Il y a le risque d'urgence médicale nécessitant une intervention rapide pour éviter des complications comme l'acidocétose ou les comas hypomolaires. Donc notre femme là dont on avait parlé au début là, qui avait 534 mg de sucre dans le sang, qui avait même 540 quand il allait faire les contrôles sur Internet. Donc il a couru tous ces risques là. Heureusement que j'ai songé à demander la glycémie pour elle. Sinon, on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé après avec elle. La dernière planche numéro 80, pour glycémie supérieure à 600 mg, le logiciel indique. Par exemple, si la glycémie est à 601 mg par décilitre, c'est le diabète sucré chronique. Attention à l'antibiotique, comme avec tous les diabètes supérieurs à 100 ou 200 ou 125. À plus de 600 mg par décilitre, à jeûne ou pas, les valeurs sont extrêmement élevées. Pour une glycémie extrêmement élevée jusqu'à ce niveau, supérieur à 600 mg pour cent, une hospitalisation peut être nécessaire et ça sera utile pour surveiller et traiter le malade à fond. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos diapositives pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre intérêt avec l'émission et nous espérons que vous allez suivre tous ces conseils. Et en cas de nécessité, il faut voir votre médecin qui vous suit. Il y a des diabétologues, il y a des internistes, il y a des médecins généralistes qui s'occupent de la diabétologie. Et en ophtalmologie aussi, nous avons des signes de diabète dans les yeux. Donc de temps en temps, quand on a une suspicion de diabète, on peut tout faire un examen ophtalmologique, le fond d'œil, qui peut déterminer si il y a déjà un début de diabète dans le corps. Parce qu'au niveau des yeux, les signes de diabète peuvent se manifester même 10 ans avant qu'on commence à observer des majorations de sucre dans le sang, ou qu'on commence à avoir des signes cliniques de diabète, beaucoup pisser là-bas, tout ça, avoir de fatigue, de faim et tout ça. Au niveau des yeux, les signes apparaissent déjà 10 ans avant l'apparition du diabète cliniquement. Mais il y a aussi des diabètes où les manifestations cliniques commencent avant et les signes au niveau des yeux viennent seulement après. Mais de toute façon, quand on veut connaître son état, si on est diabétique ou pas, il faut faire un examen général chez l'interniste, le généraliste ou le diabétologue. Et normalement, il faut aussi faire un examen du fond d'œil pour voir si, à quel stade de diabète le malade se trouve. Nous vous remercions et nous vous invitons à suivre la prochaine émission. Ça sera peut-être sur les champs, je ne sais pas. Et nous vous remercions pour votre attention et tous les commentaires et les critiques que vous nous faites parvenir pour améliorer notre émission et qui prouvent que vous êtes intéressés et très accolés à notre émission. À la prochaine fois, ciao. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision.